On le sait, l'intelligence artificielle a un appétit insatiable pour les données. Le problème, c'est que la plupart des données dans le monde, elles sont en désordre, sans étiquette, bref, inutilisables pour une IA classique. C'est un potentiel immense qui part un peu à la poubelle. Enfin, c'était le cas, jusqu'à ce que quelqu'un ait une idée assez géniale. Et si l'IA pouvait en fait apprendre toute seule? Alors pour bien se rendre compte de l'ampleur du problème, prenons un exemple que tout le monde connaît un peu, ImageNet. C'est une base de données absolument essentielle pour l'IA, avec 14 millions d'images. Pour étiqueter tout ça, à la main, il a fallu l'équivalent de 22 années hommes de travail. 22 ans, c'est juste colossal. Et encore, ça, ce n'est qu'une toute petite goutte d'eau dans l'océan de données qui existe. Et voilà, cet océan, le voici. Regardez-moi ce graphique. Le déséquilibre est dingue, non? D'un côté, on a cette barre immense, c'est toutes les données qui traînent sur Internet, sans étiquette. Et de l'autre, ce tout petit bout de rien du tout, ça, c'est ce qu'on a réussi à étiqueter à la main. On parle d'un potentiel gigantesque, quasi totalement inexploité, qui attendait juste qu'on trouve la bonne. On est donc face à ce que les chercheurs appellent le problème du milliard d'images. C'est simple, l'étiquetage à la main, ça ne peut juste pas suivre le rythme, c'est beaucoup trop lent. Et c'est vraiment ça le principal mur qui nous empêche de créer des IA encore plus puissantes. Alors la question qui tue, c'est comment faire? Comment est-ce qu'une IA pourrait apprendre de tout ce bazar de données non étiquetées sans qu'on soit là pour tout lui mâcher le travail? Eh bien la réponse est oui, c'est possible. Et franchement, la solution est fascinante. Et c'est là qu'on entre dans le monde de l'apprentissage auto-supervisé. L'idée, elle est à la fois toute simple et complètement révolutionnaire. Et si on laissait les données devenir leurs propres profs? Voilà. La supervision, elle ne vient plus d'un humain, mais des données elles-mêmes. Mais alors comment ça marche concrètement? En fait, c'est une sorte de jeu de prédiction. Le modèle regarde une partie des données, disons un bout d'une image, et son boulot, c'est de deviner une autre partie de l'image qu'on lui a cachée exprès. C'est en jouant à ce petit jeu, des millions et des millions de fois, qu'il commence petit à petit à piger la structure du monde qui l'entoure. Allez, pour que ce soit limpide, faisons une petite comparaison. L'apprentissage supervisé, le classique, c'est simple. On montre une photo de vache à l'IA et on lui dit « ça, c'est une vache ». L'étiquette, elle vient de nous, les humains. Maintenant, avec l'auto-supervisé, on lui montre la même photo, mais la bonne réponse, ce n'est plus le mot « vache ». Non, c'est par exemple le reste de la photo. La solution vient des données elles-mêmes. Et ça, le chercheur Ishan Mishra le résume parfaitement. Il dit en gros, vous avez des données que vous voyez et des données qui sont cachées. Essayez de prédire les données cachées. Tout le concept est là dans cette opposition. Il y a ce que l'IA peut voir et ce qu'on la met au défi de deviner. Et c'est ce défi constant qui la force à apprendre en profondeur. Bon, mais alors, concrètement, comment on fait pour faire jouer une IA à ce jeu de devinette? Eh bien, les chercheurs ont eu des idées géniales. Ils ont inventé ce qu'on appelle des tâches prétextes. En gros, ce sont des petits jeux super malins, conçus spécialement pour forcer le modèle à apprendre des trucs utiles sur le monde réel. Alors, un des jeux les plus connus, c'est le puzzle. Imaginez, on prend une image, on la coupe en 9 morceaux, comme un puzzle. Ensuite, on mélange ces morceaux. Et là, attention, le but pour l'IA, ce n'est pas de refaire l'image, non. C'est de deviner selon quelles règles les morceaux ont été mélangés. C'est une petite différence, mais elle est super importante. Mais alors, pourquoi ce jeu est si malin? C'est simple. Pour deviner le bon ordre des pièces, IA est obligée de comprendre, par exemple, qu'une oreille de chat, ça se trouve généralement au-dessus de l'œil du chat. Du coup, sans qu'on le lui dise jamais, elle apprend ce qu'est un chat, ce qu'est une oreille et comment tout ça s'emboîte. Elle apprend la structure du monde, toute seule. Allez, un autre jeu. Celui-là a l'air encore plus simple. On montre une image à l'IA et on lui pose une seule question toute bête. Elle est dans le bon sens, cette image? En fait, on prend une image et on la fait tourner, soit pas du tout, soit à 90, 180 ou 270 degrés. Le boulot de l'IA, c'est juste de dire « Ah, là, elle a été tournée de 90 degrés ». Mais le truc, c'est que pour réussir ce test tout simple, elle est obligée d'apprendre des règles fondamentales sur notre monde. Que le ciel, en général, c'est en haut. Que les arbres, ça pousse vers le haut. Que les gens y tiennent debout. C'est une tâche toute simple, mais qui force une compréhension super profonde. Ok, donc ces jeux, ils sont géniaux. Sauf que, il y a un piège. Un truc que les chercheurs n'avaient pas tout à fait anticipé. Ils se sont rendus compte que l'IA devenait une championne. Mais une championne pour gagner au jeu. Pas forcément pour comprendre le monde en général. Le problème, c'était ça. Le modèle devenait un expert absolu pour résoudre le puzzle ou pour deviner la rotation d'une image. Mais cette compétence très pointue, elle ne se transformait pas automatiquement en une compréhension plus large, plus générale, qui serait utile pour faire autre chose.
En gros, il devenait hyper spécialisé, un peu comme un athlète qui ne saurait faire qu'un seul mouvement. Et quand on regarde à l'intérieur de la machine, dans le cerveau de l'IA, on voit un truc assez fou. Au début, dans les premières couches du réseau, la compréhension est basique. Puis, couche après couche, elle s'affine, elle devient de plus en plus abstraite, de plus en plus utile. Et puis, à la toute dernière couche, patatras. La performance s'effondre. Pourquoi ? Parce que cette dernière couche, elle est complètement obsédée par le jeu. Elle ne pense qu'à ça et elle a oublié tout le reste. Elle a perdu toute sa souplesse. Donc, il a fallu changer complètement d'approche. L'objectif, ce n'était plus de faire deviner à l'IA « Ah, cette image a été tournée de 90 degrés ». Non. Le nouvel objectif, c'était de lui faire apprendre une règle beaucoup plus générale. Un chat, même si on le tourne dans tous les sens, eh bien, ça reste un chat. C'est cette idée d'invariance, l'idée qu'un objet reste le même malgré les apparences qui changent. Et ça, c'est le cœur de la nouvelle méthode. Et c'est comme ça qu'on est entré dans l'ère de l'apprentissage contrastif. Là, l'idée, c'est d'apprendre par la comparaison. On apprend à l'IA à reconnaître ce qui rend deux choses similaires et ce qui les rend différentes. Par exemple, le modèle va apprendre à rapprocher dans sa représentation du monde une photo de chat et la même photo tournée, et en même temps, il va apprendre à les éloigner très fort d'une photo de chien. Bon, ok. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si important, ce passage à l'apprentissage par comparaison ? Pourquoi c'est une révolution ? Eh bien, tout simplement parce que ça a débloqué une manière complètement nouvelle de fabriquer de l'intelligence artificielle. Le truc vraiment crucial, c'est que cette approche, elle nous donne enfin la clé pour utiliser cet océan de données dont on parlait au début. Ça permet de créer des modèles d'IA qui sont beaucoup plus solides, plus polyvalents, qui ont une vraie compréhension de base du monde, et tout ça en ayant beaucoup moins besoin de ce travail fastidieux d'étiquetage par des humains. C'est pas juste une amélioration, c'est une vraie révolution dans la façon dont on apprend aux machines à apprendre. Au final, on donne à l'IA la capacité d'apprendre juste en regardant le monde. Un peu comme un enfant, en fait. Et du coup, la vraie question, ce n'est plus seulement qu'est-ce qu'on peut lui apprendre, mais plutôt qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir découvrir toute seule. Parce que si elle peut comprendre ce qu'est un chat sans qu'on ait besoin de lui expliquer juste en regardant des images, qu'est-ce qu'elle comprendra demain ?